compatissante. Début 1988, Gérard O'Neill, Declercq et leurs collègues du service d'investigation, Christine Chinloon et Kevin Cullen, élaborent pour le Boston Globe une série d'articles sur Whitey et Billy Bulger. Les sources policières sont du même avis que les journalistes. Ils pensent que Whitey Bulger est un informateur du FBI. Leur argument est le suivant. Personne ne peut être doué à ce point. Whitey Bulger n'est pas Houdini. Nous pensons qu'il est un informateur protégé par le FBI. Et ils prononcent le nom clé dans cette affaire, John Connolly. Le journaliste chevronné décide d'en apprendre le plus possible de la part du patron de John Connolly, John Morris. Je lui ai proposé un déjeuner. On pourra parler de ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de parler de Whitey Bulger. Morris accepte. Juin 1988, le restaurant Venezia au bord de la baie de Dorchester. Il était très content de me voir. On a discuté de choses et d'autres, puis je lui ai dit « Je voudrais aborder encore une fois le sujet sensible de Whitey Bulger et du FBI. » Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Vous ne pouvez pas savoir à quel point cet homme est dangereux. » Morris révèle à O'Neill la relation étroite entre Bulger et Connolly. Il était assez nerveux et tendu quand il parlait. Je pensais qu'il allait juste me confirmer l'existence d'une relation trouble entre Whitey et John Connolly. En fait, il s'est livré à une véritable confession et m'a appris non seulement que tout était vrai, mais aussi que cela avait des conséquences excessivement néfastes. O'Neill tait l'identité de Morris, mais apprend ce qu'il a découvert à ses collègues du Globe. En septembre 1988, paraît dans la presse une série de 4 articles consacrés aux frères Bulger. Le quatrième traitait de Whitey, et vers le milieu du texte, nous évoquions ses relations privilégiées avec le FBI et John Connolly. Les habitants de Boston sont choqués d'apprendre que le gangster noble de Southie, Whitey Bulger, pourrait être de mèche avec le FBI. Trop choqués pour le croire, en fait. South Boston a spontanément rejeté l'information car elle provenait de la presse démocrate. Et le FBI l'a évidemment démenti. Quant à la pègre, elle en a conclu qu'il s'agissait d'un affrontement politique entre la famille Bulger et le Boston Globe. Étonnamment, les retombées sur Connolly et les 2 gangsters sont minimes. Personne ne découvre que la fuite provient de John Morris. En 1990, il quitte Boston et devient responsable adjoint au FBI de Los Angeles. De son côté, John Connolly prend sa retraite. Et il utilise ses contacts au FBI et sa réputation pour décrocher le poste très lucratif de directeur de la sécurité chez Boston Edison. Ses amis s'en sortent bien eux aussi. Stevie Flemmi investit dans un projet immobilier légal dans le prestigieux quartier de Black Bay. À la fin de la grande époque des années 80, Whitey Bulger envisage, lui, de prendre sa retraite. Il est riche, puissant et a réussi au-delà de ses espérances. Bulger a gagné. Tout porte à croire qu'ils sont les rois à Boston. Mais cela ne va pas durer éternellement. Mais la rumeur ne s'est jamais complètement tue et s'est ravivée à l'arrivée d'un nouveau procureur. Celui-ci se penche sur l'affaire car Bulger est devenu un trop gros poisson pour qu'un procureur qui se respecte ferme les yeux. Le nouveau procureur se nomme Fred Washak. Originaire de Boston, il s'est fait un nom en mettant sous les verrous des bandes mafieuses à Brooklyn dans le New Jersey. Il soulève la question que personne ne pose plus. Pourquoi ne s'occupe-t-on pas de Whitey Bulger? C'est le plus gros gibier de la ville. En 1991, la police de l'État du Massachusetts arrête un certain Chico Krantz, membre d'un groupe de bookmakers racketté par Bulger. Le bureau du procureur menace Krantz d'inculpation pour blanchiment d'argent. Mais Washak lui propose un marché. Éviter l'inculpation et bénéficier du programme de protection des témoins s'il dénonce Bulger. Chico Krantz accepte et d'autres bookmakers font de même. Et ils deviennent ainsi les principaux témoins à charge dans l'affaire qui oppose le gouvernement à Bulger et Flemmi. Ce n'est pas un secret à Boston que Bulger et Flemmi font enfin l'objet d'une enquête approfondie. Mais la date de la mise en examen et de l'arrestation proprement dite reste indéterminée.
À l'abri dans son confortable bureau de la Boston Edison, John Connolly informe en cachette Bulger et Flemmi des progrès de l'enquête confidentielle menée par le jury d'accusation. Même si John Connolly a quitté le FBI, il continue de fréquenter Whitey Bulger. Il le voit souvent et lui aurait transmis des informations que ses anciens collègues de bureau lui confiaient. Connolly prévient Bulger et Flemmi que leur mise en examen est imminente. Et les deux truands fuient Boston avant d'avoir pu être arrêtés. Bulger a l'intelligence de se faire discret, voyageant incognito d'une ville à l'autre. Et son côté insaisissable continue de lui servir. Flemmi, en revanche, tombe tout droit dans une embuscade policière. Flemmi était devenu un peu négligent. Il était dans les parages, alors la police en a profité pour l'appréhender. Stevie Flemmi est arrêté pour extorsion de fonds et jeté en prison. Mais cette fois, il est abandonné par Whitey et ses anciens amis du FBI. Janvier 1998. Les audiences préliminaires commencent et la vérité sur les liens crapuleux entre Bulger, Flemmi et le FBI est révélée. C'est un moment historique dans cette affaire. Pour la première fois, le gouvernement fédéral et le département de la justice admettent devant un tribunal que Bulger et Flemmi étaient effectivement des informateurs du FBI. Les détails de l'accord sont dévoilés par un témoin vedette qui n'est autre que l'ancien responsable John Morris. Le 21 avril 1998, il comparaît à la barre. Il a obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Aucun fait n'est réellement établi jusqu'à ce que John Morris témoigne. Morris décrit la relation contre nature entre les agents et les gangsters, sans rien cacher. Sa déposition déshonore le FBI de Boston. Il pleure comme un enfant quand il parle. Il a l'impression d'être un traître. Le 22 décembre 1999, John Connolly est arrêté chez lui à Linfield, Massachusetts. 4 chefs d'inculpation sont retenus contre lui, notamment racket et obstruction à la justice. Il plaide non coupable. Il est relâché moyennant une caution de 200 000 $. Whitey Bulger est toujours en cavale, mais il n'est pas oublié pour autant. 14 janvier 2000. Les corps de 3 personnes disparues depuis près de 20 ans sont découverts dans une fosse à côté de l'autoroute à Dorchester. Il y a 2 hommes, les anciens rivaux de Bulger, et une femme, l'ex-petite amie de Stevie Flemmi. Ces types sont des psychopathes, des tueurs en série. Tuer de cette manière, y compris des petites amies, et se débarrasser ainsi des cadavres, il n'y a pas plus atroce. Au début de l'automne, les enquêteurs mettent au jour 2 autres fosses. Avant même d'avoir terminé les fouilles, ils déterrent 3 autres corps, tous d'anciens associés de Bulger et Flemmi, et une autre ex-petite amie de Flemmi. Ces horribles meurtres sont une nouvelle trahison envers Southie. Whitey Bulger, qui est un tueur fou, était souvent présenté par John Connolly comme le Robin des Bois de South Boston. Un gars fier de ses racines, qui prenait soin des siens. En réalité, son parcours est jalonné de cadavres. Pendant ce temps, l'étau se resserre autour de John Connolly. Le 11 octobre 2000, nouvelle mise en examen. Connolly est accusé d'avoir transmis à Bulger et Flemmi des informations ayant directement entraîné les meurtres de Brian Halloran et d'autres qui étaient prêts à témoigner contre eux. Le lendemain, le Boston Herald titre « Du sang sur ses mains ». John Connolly n'a pas un grand sens moral. Il est très habile pour se trouver des excuses, mais je pense qu'en son fort intérieur, il savait qu'il avait mal agi. Le 28 septembre 2000, Bulger et Flemmi sont inculpés pour 21 meurtres, dont plus de la moitié ont été commis pendant qu'ils étaient des informateurs protégés du FBI. L'année suivante, Stevie Flemmi est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation pour extorsion, en attendant d'être jugé pour son implication présumée dans 10 meurtres. Il purge actuellement une peine de 10 ans dans une prison de haute sécurité. John Morris s'est retiré en Floride, loin du déshonneur vécu à Boston.
Son ancien acolyte, en revanche, n'échappe pas au scandale. 28 mai 2002, l'heure du jugement a sonné pour John Connolly. Un jury fédéral le déclare coupable de racket, d'obstruction à la justice et de mensonge envers les enquêteurs. Le 7 août 2002, il est condamné à 10 ans de prison. Mais l'un des protagonistes court toujours. Et aujourd'hui, James Whitey Bulger figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Il aurait été aperçu à New York, en Louisiane, dans le Wyoming et même à Southie. Une théorie prétend qu'il serait au Mexique. D'après moi, il est au Canada car il se trouve toujours à l'endroit opposé de là où on croit. Des rumeurs circulent de temps à autre selon lesquelles Whitey serait mort. L'un de ses nombreux ennemis l'aurait retrouvé et exécuté. Je pense qu'il est vivant. Mais le FBI fait-il vraiment tous les efforts nécessaires pour le trouver? C'est difficile à dire. Whitey Bulger est en cavale depuis 7 ans et demi. Il paraît qu'ils font de leur mieux. Mais plus ça dure, plus il est permis d'en douter. Le marché du FBI avec Whitey Bulger demeure un chapitre sombre dans le passé de l'organisation. Ce n'est pas seulement le plus gros scandale lié à des informateurs dans l'histoire du FBI. La ville a aussi beaucoup souffert. Des gens sont morts, la confiance dans les forces publiques a été brisée. Le FBI de Boston a du sang sur les mains pour avoir cautionné Bulger pendant toutes ces années. Trop de gens ont été tués. Ces horribles crimes de sang sont la conséquence directe du pacte diabolique que le FBI a conclu avec Whitey Bulger.